Bonjour. Vous êtes encore là? Dans cette vidéo, on va parler de nature morte. Et qu'est-ce que c'est la nature morte? Les premières natures mortes qu'on a pu retrouver étaient à l'époque hellénistique, conquête d'Alexandre le Grand, tout le bordel, pour arriver au XVIIe siècle où on a vu apparaître 4 grands mouvements de peinture. La peinture flamande, espagnole, française, hollandaise. C'est un exercice de style où l'on va utiliser des objets inanimés afin de produire une œuvre artistique. Et ce qu'on va voir, c'est cet exercice de style dans la photographie. Premièrement, pourquoi les photos de nature morte sont les photos les plus anciennes que l'on retrouve? Il y a une raison à cela, et ça va venir des contraintes techniques de la photographie. Temps de pose et surface peu sensible. Pourquoi le temps de pose est un problème pour l'époque? Si on se réintéresse à la photo de Boulevard du Temps de Daguerre, que l'on a vu dans la vidéo précédente, on s'aperçoit qu'un boulevard de Paris, en pleine journée, est vide, ce qui est étonnant. Point. Mais si on regarde plus précisément la photo, on se rend compte qu'il y a quand même deux personnages qui se démarquent, que l'un se fait cirer les pompes par l'autre. Cette activité les immobilisant, ils ont été captés sur la surface sensible. La nature morte demandant une composition d'objets inanimés, le temps de pose n'est donc pas un problème. La photographie, de par sa technique, va faire évoluer la nature morte. On va s'éloigner du traditionnel et de l'académique pour se rapprocher du technique. Beaucoup de photographes vont commencer par ce genre. On va retrouver Daguerre, Talbot, Bayard. Prenons par exemple deux petits Frenchies, Bayard et Hippolyte Fizeau. Ils ont produit des compositions permettant à la photographie de tester sa capacité à restituer des textures ou des détails. Avant d'être considérée comme une œuvre d'art, la photo nature morte servait à documenter sur la vie quotidienne d'une époque. Et on y retrouve les objets communs attraits à cette période, ainsi que les goûts artistiques propres à chaque photographe. C'est la santé. Vous voyez ce buste? Talbot il l'a shooté. Mais comme jamais on l'a shooté, ok? Et il va faire ça avec une grande partie des objets de sa maison. Et il savait qu'avoir des photos de ces objets pouvait prouver une appartenance. En 1850, la photographie va fricoter avec l'appellation des beaux-arts. Les artistes adoptant le style traditionnel se sont vite rendus compte que la nature morte leur permettait plus de possibilités. Comme ils pouvaient agir directement sur un sujet, ils n'avaient aucune limite à leur création, à la grande différence du portrait ou du paysage. Une fois que les photographes ont parfaitement maîtrisé la technique, ils se sont naturellement tournés vers l'allégorie. Pourquoi j'utilise ces objets? Pourquoi je les organise comme ça? Alors prenons un exemple sur comment la photo de nature morte a pu passer en tant que photo d'art. On va s'arrêter sur la photo le 1er septembre de William Lake Prince. Oui, ton œil de lynx s'est rendu compte qu'il y a un changement dans cette vidéo. J'ai réorganisé la pilosité faciale de façon logique. Mis une tenue fancy. Et allumé le ventilo parce qu'il fait chaud. Retournons sur William Lake Prince, si vous voulez bien, si je le veux bien, si tout le monde le veut bien, on est d'accord. La photo le 1er septembre est un bel exemple de réussite. C'est aussi bien une photo d'art qu'une photo documentaire sur la chasse, les trophées d'une époque à une certaine période de l'année. On va faire intervenir un personnage assez important, Sir Henry Cole, directeur de la South Kensington Museum, inventeur de la carte de Noël, écrivain de littérature pour enfants, pourfendeur de... Je suis trop vieux pour ces conneries. Bref, ce personnage, Sir Henry Cole, va vraiment apprécier cette photo. Tellement que lorsqu'il la découvrira à une exposition annuelle de la Society of London, il va décider de l'acheter pour sa collection personnelle, puis la mettre au musée. Finalement, la photo de nature morte est un sujet passionnant. Comme le matériel était encombrant et compliqué à utiliser, ça obligeait les photographes à réfléchir au produit final. Ils se devaient de vraiment travailler leurs pièces avant de les prendre en photo. Et comme c'était des pièces immobiles, ils pouvaient travailler beaucoup plus techniquement. Ce qui fait que la nature morte a permis de comprendre plus facilement et plus profondément la technique. Et du coup, cette technique-là comprise, on a pu l'utiliser pour faire des photos plus philosophiques, plus élaborées, plus réfléchies. On va faire intervenir un autre personnage, un Roger Fenton, qui lui va s'intéresser à tous les aspects de la photographie pendant 10 ans. De 1860 à 1866, il va créer un catalogue de photographie qu'il donnera au British Museum. Et on y trouvait de la peinture, des statues ou des objets archéologiques. Il était réputé pour avoir une technique irréprochable en lumière et il sera exposé assez régulièrement. On peut y voir des pièces comme fruits et fleurs, fleurs et fruits. Et ce qui est intéressant avec cette photo, c'est qu'elle démontre vraiment la qualité technique de ce personnage. Et puis, ce qui est aussi amusant, c'est que dans toutes ses œuvres, car elle fait partie d'une série, dans toutes ses œuvres, on va voir le raisin revenir assez régulièrement, un peu comme un hommage. Pourquoi la nature morte est excessivement intéressante, surtout à cette époque, c'est que grâce à elle, on va voir arriver les premières photos couleur. Nous sommes toujours en 1860. Et là, on va rencontrer un personnage extraordinaire. En 1859, Louis Ducos d'Oron. Ce monsieur, ce grand monsieur, va juste expliquer au monde les 80 prochaines années d'évolution de la photographie sans jamais se planter. Et il va inventer la trichromie et les anaglyphes. Anna de Baverlo, glyphe, ciselure. C'est un peu finalement l'ancêtre de la 3D. Ouh, le bonhomme! Et maintenant, on va s'attarder sur une photo que j'adore et qui est extraordinaire, pour plusieurs raisons. La photo s'appelle Nature mort au coq, elle date de 1879. Déjà, premier point, c'est extraordinaire. Et la couleur vient de 3 feuilles de gélatine qu'on a superposées sur un support de gomme. Et encore une fois, on est en 1879. Cette photo... Allez, apprécions-la encore un petit peu.
Et on va clôturer toutes ces avancées avec un personnage que sûrement plusieurs d'entre vous connaissent en tant que poète, Charles Cros. Inventeur passionné et poète, il va lui aussi présenter la trichromie. Ses travaux et ceux de Louise Ducos ont finalement permis de faire naître la photographie couleur. Et rien que ça, chapeau les petits monsieur. Si ça vous dérange pas, on va s'arrêter juste un tout petit peu plus sur Charles Cros qui était quand même extraordinaire. C'est-à-dire que cet homme, le 30 avril 1877, il va présenter un mémoire sur le principe d'un appareil qui pourrait restituer des sons, le paléophone. Malheureusement, juste avant, Edison va sortir son phonographe et couper l'herbe sur le pied de Charles Cros. Charles Cros, avant tout, et la plupart d'entre vous sûrement le connaissent en tant que poète, et du coup j'aimerais vous lire un poème assez amer sur une époque qui ne l'a pas reconnu à sa juste valeur. Je sais faire des vers perpétuels. Les hommes sont ravis à ma voix qu'il dit la vérité. La suprême raison dont j'ai, fier, hérité, ne se paiera pas avec toutes les sommes. J'ai tout touché, le feu, les femmes et les pommes. J'ai tout senti, l'hiver, le printemps et l'été. J'ai tout trouvé, nul mur ne m'ayant arrêté. Mes chances, dis-moi, de quel nom tu te nommes? Je me distrais à voir à travers les carreaux, les boutiques, les gants, les truffes et les chèques, où le bonheur est un suivi de 6 zéros. Je m'étonne, valant bien les rois, les évêques, les colonels et les receveurs généraux, de n'avoir pas de l'eau, du soleil ou des pastèques. Et malheureusement, après cette époque-là, il n'y aura plus de très grande avancée dans la photo pendant plus de 100 ans. Et c'est pour ça qu'on reprend en 1978. Finalement, on se rapproche un peu de nous. Et on va s'arrêter sur un personnage d'une délicieuse délicatesse, Jane Groover, qui elle a travaillé la nature morte avec des ustensiles du quotidien, des fourchettes, des couteaux, des tables. John Sarkowski, j'ai aucune idée de comment se prononce ce nom. Ancien conservateur pour la photographie au musée d'art moderne de New York, parle de Jane Groover dans ces termes. Je ne vois qu'une seule artiste dans la génération montante dont l'œuvre, par sa richesse et sa créativité, peut soutenir une comparaison avec Edward Weston, c'est Jane Groover. Alors pourquoi cette comparaison est pertinente? Tout simplement parce que ces deux artistes vont travailler plus ou moins de la même manière. Les objets sont partiellement visibles dans une composition douce, on devine plus qu'on ne voit et le fond prime sur la forme. Puis finalement, le jeu des textures, des couleurs et des fonds est plus importante que la forme. On peut dire finalement que leurs travaux s'apparentent plus à une sensation graphique qu'à quelque chose de concret. Et comme dirait notre homologue canadien Robert Polidori, Steve Tabernacle essaye pas de faire l'accent, tu sais pas le faire. Lui par contre va privilégier la forme et l'esthétique pour donner du relief à ses photos. En 1958, il va sortir une série, Versailles, qui est extraordinaire. Sa précision de folie et son travail de couleur, couplé à des tirages immenses, nous invitent finalement à rentrer dans les photos. Il va travailler avec la chambre photographique, j'en ai parlé déjà un petit peu avant, qui est très contraignant mais permet des rendus extraordinaires. Pour finir cette vidéo, on va parler de deux grandes personnes dans le monde de la photographie qui n'ont pas fait que de la nature morte, mais là c'est un peu le sujet, du coup, je fais ce que je veux. Robert Mapplethorpe et Utsa Barth. Ces noms vous disent peut-être quelque chose, ils ont été quand même très connus dans le monde de la photographie. Et le sont encore. Alors pourquoi ces deux noms? Tout simplement, ces deux personnes travaillent la photo de nature morte de façon complètement opposée. On va avoir un Mapplethorpe qui, lui, ne cherche qu'à sortir la perfection d'un objet. Il n'est content qu'une fois que sa lumière, son objet, sa position, son cadrage, sa composition est parfaite. Là où Utsa Barth, finalement, elle va tout décadrer, va apprécier le vide du quotidien. Robert Mapplethorpe, lui, va rendre hommage à la beauté d'un objet, alors que Utsa Barth, elle, va rendre hommage au plaisir d'observer le quotidien, d'observer les petites choses, d'observer le vide d'une pièce, un objet inutile, plus ou moins. C'est ici que se termine cette vidéo. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de donner des commentaires, de partager, de tout ça. Je vais essayer d'évoluer, de rendre les sujets de plus en plus intéressants. Les prochains sont sûrement sur le portrait, pareil, des débuts de la photo jusqu'à maintenant. Et comme je l'ai fait dans la première vidéo, j'aimerais terminer cette vidéo avec une citation. Cette citation est de Denise Roche et elle dit « On photographie ce qu'on a regardé, donc on se photographie soi-même. » Au revoir.